Bonjour et bienvenue sur LCP. Aujourd'hui, un sujet majeur au cœur des préoccupations de la société et qui est revenu dans le débat après le procès hors norme des viols de Mazan. La question du non-consentement. L'Assemblée nationale s'est emparée du sujet. Une proposition de loi est en préparation. Elle vise à intégrer la notion de non-consentement dans le droit pénal français, comme c'est déjà le cas dans 19 autres pays. Alors actuellement, 4 éléments matériels caractérisent le viol: la violence, la contrainte, la menace et la surprise. Il s'agirait donc d'ajouter ce 5e critère du non-consentement dans le droit français. Le texte en question est le fruit d'une réflexion transpartisane. Il s'appuie sur un rapport parlementaire remis après plus d'1 an d'investigation. Il est porté par les députés Marie-Charlotte Garin du groupe écologiste et social et sa collègue Ensemble pour la République Véronique Rioton. Les deux élus ont présenté leur rapport devant la délégation aux droits des femmes avec ce double constat, celle d'une impunité qui ne recule pas, alors même que la criminalité sexuelle ne recule pas. La séance est ouverte. J'ai l'honneur et la fierté, j'avoue un peu d'émotion, de vous présenter aux côtés de Marie-Charlotte Garin notre rapport sur la définition pénale du viol qui vient clore les travaux d'une mission, vous l'avez dit Monsieur le Président, que nous avons débuté il y a plus d'1 an. J'aimerais revenir en arrière et rappeler le contexte dans lequel nous avons démarré cette mission. Nous avons démarré la mission au moment de la discussion de la proposition de directive de l'Union européenne sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. À l'époque, nous n'avions pas de conviction arrêtée, juste la volonté d'interroger, faut-il ou non intégrer la notion du consentement dans la définition pénale du viol. Très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait 2 dimensions, une dimension technique et une dimension sociétale. Nous nous sommes attelés à travailler la question technique, bien évidemment. Nous n'avions pas d'avis arrêté, pour autant, très rapidement, au fil des auditions, avec les parties prenantes de la chaîne judiciaire, de la société civile, de nombreux experts, expertes, des victimes, il nous est apparu que la loi devait être modifiée. Nous sommes partis de l'expérience quotidienne, des cas concrets, des besoins exprimés par les uns et les autres. Nous avons œuvré avec beaucoup d'humilité sur ces questions-là. Nous avons évidemment eu des informations sur les côtés d'expertise des associations féministes, mais également surtout des victimes. Et je souhaite ici remercier tous ceux qui ont contribué dans cette réflexion et rendre hommage évidemment à toutes celles et ceux qui luttent quotidiennement contre les violences sexuelles. Je souhaite très rapidement remercier ici également les équipes avec lesquelles nous avons œuvré, respectivement pour l'administration par Agathe Lehanec et puis Tiffaine Coignet, et particulièrement mon équipe Myriam Kadouri-Espinas et aujourd'hui Emma Scudery. Alors pourquoi poser la question de la définition pénale du viol ? Le premier constat que nous avons partagé, c'est que des efforts ont été faits, certes. La réalité du viol, des agressions sexuelles est aujourd'hui mieux comprise, mieux reconnue par l'environnement, notamment depuis le mouvement MeToo, grâce à la parole des victimes, principalement, aux avancées de la recherche, grâce aussi à la mobilisation de la société civile, des organisations féministes. On peut dire aussi que les professionnels sont mieux formés, que les pouvoirs publics s'efforcent de mieux accompagner les victimes, même s'il reste de larges progrès à faire, notamment pour les plus vulnérables. En matière de répression pénale, la jurisprudence, elle est particulièrement riche, elle a été innovante. L'arsenal juridique s'est véritablement renforcé ces dernières années, avec une aggravation des peines, un allongement des délais de prescription. Pour autant, tous ces efforts conjugués n'ont pas eu pour effet un recul de la criminalité sexuelle ou une meilleure protection des victimes ou même un recul de la culture du viol. Le deuxième constat, c'est que la jurisprudence, bien qu'elle soit riche, elle ne parvient pas à combler le silence de la loi sur la notion du consentement qui est évoquée pourtant partout, dans les procès, dans l'éducation à la sexualité, dans les médias. Et depuis MeToo, finalement, le droit pénal échoue dans ces 3 grandes fonctions, à la fois répressives,
parce qu'elle ne sanctionne pas assez les agresseurs, très clairement, et leur comportement violent. Elle n'est pas non plus assez protectrice, puisqu'elle ne protège pas assez les victimes, et elle n'est pas assez expressive. En tout cas, elle n'incarne pas les valeurs de notre société. Je pense aux valeurs, évidemment, qui sont les nôtres, d'égalité et de respect. Je disais donc qu'elle ne remplit pas sa fonction répressive. Pourquoi elle ne remplit pas cette fonction? Bien, quelques chiffres. Le nombre de victimes de violences sexuelles parmi les 18-75 ans, c'est aujourd'hui plus de 230 000 personnes. Certaines estimations vont même jusqu'à 1 demi-million de victimes de violences sexuelles chaque année. Uniquement 6% d'entre elles signalent les faits aux forces de l'ordre et 3 fois sur 4, ces victimes expliquent avoir renoncé à passer la porte du commissariat parce que cela n'aurait servi à rien ou qu'elles préféraient trouver une autre solution. Celles qui s'y rendent ne déposent finalement pas plainte dans 4 cas sur 10. S'il y a des condamnations, c'est près de 80% des plaintes qui sont classées sans suite. En d'autres termes, la justice ne traite que le sommet de l'iceberg. C'est 1% des viols qui seront sanctionnés par une condamnation des auteurs aux assises. Le crime de viol est donc, dans 99% des cas, impuni. Aucun autre crime, aucun autre délit n'a d'aussi faible taux de sanction. Alors, comment c'est possible ? Évidemment, il y a des difficultés matérielles. Le viol, c'est un crime de l'intime, souvent sans témoin, et le temps joue contre les victimes quand elles osent porter plainte. Il y a aussi des freins culturels, la culture du viol qui tend à tolérer finalement ou à justifier des violences sexuelles et partout dans la société. Mais la définition légale, elle a aussi sa part de responsabilité. Eh bien pourquoi ? Parce que le viol, pour qu'il soit caractérisé, il doit répondre à 3 critères, 3 conditions. L'élément légal, qui correspond à l'infraction qui est définie par la loi et qui est assortie d'une peine qui est déterminée par le législateur. Le deuxième élément, c'est l'élément matériel, qui dans le cas du viol se caractérise par l'acte de pénétration sexuelle, qu'il s'agisse d'un coït, d'un acte bucco-génital ou tout autre acte similaire. Enfin, l'élément intentionnel ou moral, c'est-à-dire l'intention consciente de l'auteur à commettre cet acte en exploitant, tel que c'est décrit aujourd'hui, une contrainte, une menace ou une surprise, et la reconnaissance de l'impact de ces conditions imposées ou exploitées sur la victime. Et c'est principalement l'un des écueils que nous avons aujourd'hui. Dans la définition actuelle du viol, si le juge se borne à caractériser un viol ou une agression sexuelle sans arriver à démontrer l'usage de la violence, contrainte, menace ou la surprise et l'intentionnalité, il prive ainsi sa décision de base légale. Donc, il n'y a pas de condamnation. Il en résulte que, contrairement aux violences conjugales, punies avec davantage de sévérité depuis 2017, les violences sexuelles font l'objet d'un nombre croissant de classements sans suite. Par ailleurs, dans les cas de sidération traumatique ou de situation de vulnérabilité, des cas qui sont majoritaires où il n'y a ni violence ni contrainte, parce que la victime connaît l'agresseur ou qu'elle est sous emprise, bien, si la victime a dit non, mais ne s'est pas débattue, si elle est paralysée par la peur, si elle a bu, si elle est droguée, si elle dépend entièrement de son agresseur, elle n'a donc pas manifesté son désaccord et il n'y aura pas de poursuite et pas de condamnation. Le taux de condamnation, il est en réalité si faible qu'il en dissuade les victimes de porter plainte. Je citerai évidemment ici un élément qui m'a beaucoup touchée dans le début de nos travaux, c'est les propos du magistrat François Lavallière. Quand il dit « S'agissant du viol et de l'agression sexuelle, je ne parviens pas à expliquer l'état actuel de notre droit français, si ce n'est en me référant à l'histoire et aux préjugés sexistes et patriarcaux qui continuent à prévaloir. » Il dit aussi « Il m'est souvent arrivé de dire aux victimes lors d'audience « Madame, je vous crois. Cependant, je ne pouvais, au regard des éléments recueillis dans la procédure et des exigences imposées par la loi, condamner l'auteur. » Il a même ajouté devant notre délégation que, compte tenu de droit actuel, il hésiterait, bien que magistrat, à inviter une victime à porter plainte. Cela n'est pas acceptable. Alors, deuxièmement, je vous indiquais, le droit ne remplit pas sa fonction protectrice. Je citerai encore une fois un témoignage assez poignant de la journaliste Julia Foyce devant notre délégation. Je la cite également. Au début,
Lorsqu'on me demandait si une victime devait porter plainte, je répondais oui. Aujourd'hui, je réponds que je ne suis pas sûre. Il faut que la victime ait un peu d'argent, qu'elle soit très bien entourée et qu'elle s'apprête à perdre. Parce qu'elle a une chance sur 2 que sa plainte ne soit pas reçue au commissariat. 9 chances sur 10 pour que sa plainte soit classée sans suite. Et s'il arrive dans l'arène judiciaire, elle a de fortes chances de se faire maltraiter. Suffisamment maltraitée pour que, 25 ans après, j'en ai encore la gorge nouée. Ce sont donc les paroles de Julia Foyce. Alors les victimes ne sont pas suffisamment protégées. Elles peuvent subir une forme de traumatisation secondaire lorsqu'elles ont le courage de porter plainte. Les interrogatoires, les investigations se concentrent aujourd'hui sur la victime, précisément pour démontrer l'élément intentionnel et la preuve de la coercition. On a ainsi demandé à Gisèle Pelicot si elle avait des penchants exhibitionnistes. On va aller fouiller, remettre en cause le passé sexuel de la victime. Pire, leur traumatisme et leur vulnérabilité se retournent contre les victimes. Les enquêteurs et les experts ne sont pas peu formés au psychotraumatisme. C'est pour cela que de nombreuses victimes en France refusent encore de porter plainte. 8 plaintes ont été déposées devant la Cour européenne des droits de l'homme pour dénoncer ces cas de traumatisme secondaire par l'institution judiciaire. À nouveau, cette situation n'est pas acceptable. Troisième dimension, la loi pénale ne remplit pas sa fonction expressive. Plus de 10 ans après MeToo, compte tenu de la demande sociétale, le droit ne devrait-il pas énoncer plus clairement ce que doit être un comportement normalement diligent dans le cadre d'un rapport sexuel consenti? La rédaction actuelle contribue au maintien d'un malentendu sociétal sur ce qu'est une bonne victime, un vrai viol, et sur la présomption de consentement ou de disponibilité sexuelle des victimes. Pourtant, toute personne initiant un contact sexuel devrait s'assurer du consentement libre et éclairé de l'autre. Et le consentement devrait garantir la liberté de choix de chacun à tout moment du contact sexuel. Personne n'a le droit d'accéder à l'intimité de quelqu'un sans son accord. Ne faut-il pas que ce principe soit clairement énoncé par la loi, notamment auprès des jeunes que nous prétendons vouloir éduquer à une vie affective, relationnelle et sexuelle respectueuse. Le manque d'éducation à une vie affective et sexuelle respectueuse et à une culture du consentement en France alimente la culture du viol. Selon certaines études, on a encore 36% des 18-24 ans qui pensent qu'une femme peut prendre du plaisir à être humiliée ou injuriée. 23% estiment qu'elle peut prendre du plaisir à être forcée et 2 tiers des enfants de moins de 15 ans, 1 tiers des enfants de moins de 12 ans ont déjà eu accès à des images pornographiques contenant des scènes violentes et dégradantes. Alors l'inscription du consentement dans la définition pénale du viol doit contribuer à changer de paradigme et remettre en question les préjugés sexistes dans les relations affectives et sexuelles. Et pour ces raisons, nous pensons qu'il est temps de modifier la définition pénale du viol. Alors bien sûr, nous sommes conscientes que la simple modification de la loi ne pourra pas à elle seule répondre à l'ensemble des difficultés rencontrées par les victimes de viol. Elles sont multifactorielles. Nous pensons aussi que la formation des professionnels, les moyens attribués aux institutions, à la prise en charge des victimes restent une priorité. Mais la modification du dispositif textuel constitue une première réponse à ces questions et sera une avancée dans la possibilité d'aboutir à des poursuites pénales en matière d'agression sexuelle et dans l'effort de pédagogie et d'éducation que nous devons faire collectivement. Il est de notre responsabilité collective d'être à la hauteur du courage des victimes. C'est pour cela que nous affirmons que cette réforme est importante. Changer de paradigme en permettant à la justice de disposer d'un outil supplémentaire et aux victimes d'être mieux prises en charge, c'est l'objectif de ce rapport parlementaire. Leurs auteurs précisent que tous les secteurs de la société sont touchés par ce fléau en déplorant une réponse pénale insuffisante. Ça a été dit par Véronique Réauton, le mouvement MeToo, il a mis en lumière l'ampleur du phénomène des violences sexuelles. Et encore plus récemment, on a pu le constater avec le procès des agresseurs de Gisèle Pelicot. Il a montré qu'il n'y a aucun domaine de la société qui est épargné. Les victimes parlent, elles ont la détermination de témoigner, de porter plainte, d'endurer des procès rendus publics, d'endurer les critiques de la presse, le harcèlement en ligne et parfois même les plaintes pour diffamation.
Aujourd'hui, 10 ans après MeToo, on peut pourtant se demander, sont-elles réellement entendues ? Jamais les pouvoirs publics, et en particulier la justice, n'ont été autant interpellés sur les défaillances de notre réponse aux violences sexuelles. L'enfer du dépôt de plainte, les risques de revictimisation en cours de procès, l'ampleur des classements sans suite, l'absence d'accompagnement des victimes et l'indigence de la prévention. Le chantier est immense et je sais parler, je crois, ici dans une salle de personnes convaincues sur la nécessité de s'y atteler. Pourtant, aucune réforme législative n'est encore venue répondre à cette demande sociétale. Alors évidemment, on l'a dit, et on va le redire plusieurs fois parce que c'est nécessaire, il y a la question des moyens qui y sont consacrés, de la prévention des violences par l'éducation, du soutien aux associations, et nous pensons aussi qu'il faut entièrement revoir la place et l'accompagnement des victimes de violences sexuelles dans notre système judiciaire. Mais puisque c'était l'objet de nos travaux, venons-en aux faits. Nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de réformer la définition pénale du viol et que c'est une première étape dans un changement de paradigme pour passer de la culture du viol à la culture du consentement. Véronique Réauton a rappelé en quoi le droit pénal échoue à remplir son rôle et en quoi cet échec interroge la définition actuelle du viol, mais j'ajouterais que ce sont également nos engagements internationaux qui nous y invitent. La France est engagée dans une diplomatie féministe et ambitieuse, qui est perçue comme telle par ses partenaires extérieurs sur la scène internationale. Et je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nous nous posions la question de l'alignement entre notre droit interne et nos engagements internationaux. C'est crucial, c'est une question de cohérence et d'exemplarité. Le Grevio, c'est l'instance qui est chargée du contrôle de l'application de la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul, c'est le texte international qui est le plus protecteur en termes de droits des femmes. Et la France en est signataire. Donc le Grevio, cette instance qui contrôle comment ce texte est appliqué dans les pays qui l'ont signé, il a souligné dès 2019 qu'en France, la définition juridique des infractions sexuelles n'est pas fondée de manière explicite sur le consentement libre et non équivoque de la victime. Et le Grevio, il considère qu'en s'alignant sur la définition de la Convention d'Istanbul, eh bien la France, elle pallierait aux insuffisances qui ressortent de cette évaluation qui a été menée. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, une forte insécurité juridique. Et ça a vraiment été constaté par les auditions que nous avons pu mener. Il y a une forte insécurité juridique qui est générée par des interprétations qui sont fluctuantes des 4 critères existants dans la loi, qui sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise aujourd'hui. Et d'un autre côté, il y a une incapacité des 10 éléments probatoires à englober en fait les situations qui sont la réalité de beaucoup de victimes aujourd'hui dans ce pays qui ne rentrent pas dans ces 4 critères, notamment lorsqu'elles sont en état de sidération. On en a déjà parlé, c'est très présent dans le rapport et on continuera d'en parler puisque c'est un cas qui est vraiment pas suffisamment appréhendé par la loi aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même 15 pays européens sur 27 qui ont opté sur une définition du viol par l'absence de consentement. Et il y a beaucoup de pays, là, on a une vague ces dernières années avec beaucoup de pays qui changent la loi. Très récemment, on a pu avoir l'Espagne et la Belgique dans nos voisins. Et on a aussi eu la Suède. L'exemple de la Belgique, il est intéressant parce que c'est le droit pénal qui est le plus proche du nôtre. Donc ça nous montre. Et moi, j'ai pu discuter avec Sarah Schlitz, qui est notre homologue parlementaire belge, qui nous dit que même s'il est trop tôt pour avoir une évaluation globale du changement dans la loi, elle a interrogé le ministre de la Justice et les premiers retours sont plutôt très positifs, notamment dans le nombre de dépôts de plainte. Il y a eu une hausse suite au changement de la loi et du code pénal belge. Idem pour la Suède, qui est un exemple dont on parle pas mal dans le rapport. Il y a des effets très probants. Et dans une dernière audition que nous avons menée auprès d'Amnesty International récemment, ils nous ont confirmé par leurs collègues en Suède que la dernière évaluation qui date de décembre vient confirmer ces résultats positifs. Et puis je le rappelle aussi, la France va bientôt rendre publique sa stratégie internationale en termes de diplomatie féministe. Et en juillet, elle va accueillir une grande conférence internationale sur le sujet. Et donc, nous le disions tout à l'heure, cohérence et exemplarité, on ferait bien de se le rappeler régulièrement. Pour rappel, le président de la République et 2 gardes des Sceaux se sont dits favorables à une modification de la loi pour redéfinir le viol dans le code pénal. Pour préciser peut-être les conclusions de nos travaux sur comment est-ce qu'il faudrait la modifier, nous sommes arrivés sur 4 grands axes qui vous seront distribués dans la petite synthèse qu'on a prévue qui résume le rapport, si tant est que vous n'avez pas la passion pour aller lire 80 pages qui ont été extrêmement bien rédigées, je tiens à le préciser. En résumé, les 4 grands axes. Le premier, c'est introduire la notion de non-consentement. Tout simplement pour éviter aussi les pièges de non-consentement, réaffirmer qu'il y a bien la distinction entre ce qui relève de la sexualité et ce qui relève du viol. Et la frontière entre les deux, tout simplement, c'est est-ce que l'on a consenti ou pas.
Donc ça, c'est un critère qui semble presque une évidence assez simple, parce que simplement le consentement est au cœur de nos relations et on doit pouvoir le réaffirmer aussi dans la loi. Le deuxième élément, c'est que bien entendu, nous maintenons les 4 critères actuels. C'est quelque chose dont nous avons acquis la conviction très rapidement lors de nos auditions. Il ne s'agit pas de supprimer les 4 critères de violence, contrainte, menace et surprise. Ils sont essentiels parce qu'ils permettent de mettre en valeur certaines stratégies des auteurs et aussi parce qu'ils ont aujourd'hui créé une jurisprudence qui est précieuse et dont il ne s'agit pas de se passer. Le troisième élément, c'est préciser la façon dont le non-consentement va être apprécié au regard des circonstances environnantes. Tout le monde comprend bien ici que si on consent en disant oui, mais qu'on le fait en ayant un pistolet sur la nuque, personne ne peut dire raisonnablement que c'est un consentement qui est valide, n'est-ce pas? Donc on vient vraiment donner un outil supplémentaire au juge pour qu'il aille interroger s'il y a eu un consentement et si la personne mise en cause dit qu'il y a eu consentement, comment est-ce que ce consentement a-t-il été recueilli? Et ça, c'est très important. Et puis, on l'a vu notamment lors de la défense des agresseurs de Gisèle Pelicot, n'est-ce pas, qui utilisaient le consentement en disant « Non, mais je ne savais pas, je n'avais pas compris qu'elle n'était pas consentante, je n'avais pas vraiment l'intention de violer. » Donc là, on vient apporter de la clarté sur ce point-là et on donne un outil supplémentaire aux juges et aux enquêteurs. Dans ce contexte, on vient donc permettre de s'interroger, d'aller interroger la personne mise en cause. Quelles mesures raisonnables avez-vous pris pour recueillir le consentement auprès de madame ? C'est ça qu'on vient faire et qu'on veut systématiser. Le dernier élément, c'est nous voulons préciser les cas où le consentement ne saurait être déduit. Et là, on revient à l'exemple de la sidération dont nous parlions tout à l'heure, qui est, nous, les chiffres que nous avions lors de nos auditions, c'est que dans 77% des cas, les victimes sont en état de sidération. Vous imaginez le nombre de femmes et de victimes qu'on laisse sur le bord de la route si on ne vient pas changer la loi pour mieux appréhender les cas de sidération. Ça nous permet donc de prendre en compte les cas de sidération, mais pas que. Véronique évoquait les personnes qui vont avoir des vulnérabilités temporaires, par exemple quand on est sous l'emprise de substances, soumission chimique, alcool. C'est tout cela qu'on veut venir appréhender et c'est pour ça que c'est très important qu'on puisse border le consentement, ce qu'on en dit, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Vous rassurer enfin sur le fait que la rédaction que nous proposons et qui vous sera distribuée juste ensuite garantit le respect des grands principes de notre droit, qui sont la présomption d'innocence et la non-rétroactivité de la loi. Nous veillons évidemment à ce que l'écriture que nous proposons ne porte pas préjudice aux affaires en cours. Ça semble assez évident, mais ça va mieux en le disant. Et pour nous, modifier la loi, modifier la définition du viol dans le code pénal, c'est une première pierre que nous jetons face au mur de l'impunité dans ce pays. Ça ne va pas tout résoudre. Il n'y a pas de baguette magique. On l'a dit, et on insiste et on le répète, c'est écrit dans le rapport et vous allez nous entendre le dire très régulièrement. Il nous faut aussi plus de formation pour les forces de police, pour les forces de justice. Il nous faut aussi plus de moyens dédiés et des moyens stables pour que les associations puissent faire leur travail sur le temps long. Il nous faut aussi bien évidemment un outil de prévention majeur avec l'éducation à la vie sexuelle et affective. Donc c'est, si je puis dire, le début du chemin. Ça ne va pas tout résoudre, mais nous pensons que c'est un début qui est essentiel et fondamental. Et je terminerai enfin en rappelant que le viol s'enracine évidemment dans des rapports humains qui sont inégaux, qu'il se nourrit d'une culture du viol qui est globale aujourd'hui dans notre société, qu'il nous faut combattre collectivement. À ce titre, nous appelons le gouvernement et l'ensemble des parlementaires à prendre leurs responsabilités. Et je terminerai moi aussi en remerciant les équipes qui nous ont accompagnés, donc Nathalie Lebar, Tiffaine Cognier, nos équipes aussi respectives à Véronique et moi, qui ont fourni un travail titanesque ces dernières semaines pour que vous puissiez, vous, avoir entre les mains un travail de qualité. Donc en cela, je les remercie. Et enfin, peut-être un petit mot de calendrier, puisque nous vous disons que c'est la première étape. Nous déposons donc la proposition de loi. Dans la foulée, Yaël Braun-Privé, présidente de l'Assemblée nationale, saisit le Conseil d'État. Donc nous allons être amenés à discuter de notre texte, à l'enrichir pour consolider et avoir un avis du Conseil d'État, ce qui nous permettra une inscription, nous l'espérons, en semaine transpartisane fin mars, début avril. Et ça ne sera évidemment que le début de l'aventure parlementaire pour ce texte. Et Véronique, je te laisse compléter si tu veux. Oui, on voulait simplement dire que nos travaux s'inscrivent dans une dimension collective. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas un point final, c'est un démarrage de la vie législative de ce texte et qu'on considère vraiment que les 3 mois avant son inscription et puis ensuite, le travail collectif d'alliance avec le Sénat également, les commissaires aux lois. Enfin, on a un ensemble d'échanges à travers cette navette parlementaire qui nous ralliera pour les mois à venir.
Tout d'abord, je remercie le travail fourni par mesdames les rapporteurs, qui est un travail, elles l'ont dit elles-mêmes, titanesque, mais je pense effectivement que tout à fait. Le projet de rapport d'information que nous étudions compte mettre en place la notion de consentement dans la définition légale du viol. Ceci soulève des enjeux centraux, majeurs, tant d'un point de vue juridique que pratique. Actuellement, le viol est défini par un acte de pénétration sexuelle commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Substituer à cette définition le défaut de consentement donné volontairement modifie profondément les bases du droit pénal en déplaçant l'attention des actes de l'agresseur vers la victime. Si l'objectif est de mieux protéger les victimes et de reconnaître que l'absence d'opposition ne vaut pas consentement, cette réforme pose cependant un défi probatoire considérable. Comment démontrer a posteriori qu'un consentement n'a pas été donné de manière libre et éclairée? Faudra-t-il systématiquement des preuves explicites comme des enregistrements ou des déclarations formelles? Ces interrogations soulèvent le risque d'une insécurité juridique accrue avec des effets contraires aux objectifs affichés. De plus, en replaçant le débat sur l'état intérieur de la victime, cette approche pourrait renforcer la pression psychologique sur celle-ci, voire dissuader certaines personnes de porter plainte. Enfin, les expériences étrangères, notamment en Espagne avec la loi Solo CSC, doivent nous alerter sur les dérives potentielles. Mesdames les rapporteurs, la France dispose déjà d'un cadre répressif solide. Ne devrions-nous pas privilégier des mesures garantissant à la fois la protection des victimes et la sécurité juridique sans affaiblir le droit pénal? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Julie Delpech pour le groupe Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Vice-président. Mesdames les rapporteurs, au nom du groupe Ensemble pour la République, je voudrais d'abord vous remercier pour la qualité de vos travaux qui met en évidence le caractère cruellement silencieux de notre droit positif sur la notion pourtant fondamentale du consentement. Chaque année, des milliers de victimes de violences sexuelles voient leurs plaintes classées sans suite, vous l'avez rappelé. Non pas par manque de courage, mais parce que notre législation exige encore la preuve de violence, de menaces, de contraintes ou de surprise. Cette exigence méconnaît des réalités pourtant bien documentées, comme l'état de la sidération qui touche 70% des victimes et conduit à des classements abusifs, laissant les agresseurs dans une impunité insupportable. Intégrer le consentement dans la loi permettrait donc de corriger cette injustice en affirmant que tout acte sexuel doit être fondé sur un accord libre et éclairé. Ce changement structurant, conforme à nos engagements internationaux, recentrerait les enquêtes sur les responsabilités des mises en cause, plutôt que de décortiquer le comportement des victimes trop souvent stigmatisées. Pourtant, force est de constater que ce débat reste entaché d'hypocrisie qu'il faut dénoncer. Certains invoquent la présomption d'innocence pour s'opposer à la réforme, dissimulant ainsi la volonté de préserver un statu quo favorable aux agresseurs. Or, inscrire le consentement dans la loi ne remet pas en cause cette présomption. Il appartiendra toujours à l'accusation de prouver l'absence de consentement. D'autres agitent le spectre d'une prétendue complexité, alors que l'absence actuelle de définition légale produit une justice inégale. Refuser cette réforme, c'est accepter que des milliers de victimes continuent à subir le double traumatisme de l'agression et d'un parcours judiciaire injuste et sans véritable issue. Enfin, ceux qui brandissent le risque d'instrumentalisation passent sous silence une réalité accablante. 73% de classements sans suite, seulement 1206 condamnations en 2022 et une impunité qui perdure. Ce n'est pas la réforme qui doit nous inquiéter, mais l'inaction qui perpétue l'injustice. Inscrire le consentement au cœur de notre droit est indispensable pour garantir une justice plus juste et respectueuse des victimes. C'est pourquoi notre groupe soutiendra l'adoption de ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Madame Sarah Legrain, pour le groupe La France Insoumise, pour une durée de 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les rapporteurs, ainsi que toute l'administration de la délégation aux droits des femmes, je vous remercie pour ces travaux, pour ce rapport. Vous vous doutez bien que nous le voterons, puisque voilà, je partage l'état des lieux que vous dressez, les conclusions sur la pertinence d'introduire le consentement dans la loi sans retirer les 4 critères et aussi en définissant ce consentement comme spécifique, éclairé, apprécié à la lumière des circonstances environnantes.
J'insiste sur le fait que cette démarche d'inscrire le consentement ne saurait se substituer à une prise en charge globale, la question des moyens sur lesquels nous sommes beaucoup interpellés. Donc votre rapport, il confirme très largement les conclusions que j'avais moi-même en novembre dernier. D'ailleurs, ce n'est pas très étonnant puisque ce sont les mêmes personnes et un panel très très large que vous avez auditionné et que j'avais auditionné à l'époque. Donc j'aurai l'occasion, si la proposition de loi est portée, de rentrer dans le détail de tout ce que, de toute la pertinence de cette proposition-là. Moi, j'aurais des questions à vous poser puisque en novembre dernier, lorsque vous aviez l'occasion de faire adopter ma proposition de loi, vous aviez refusé de la voter et je n'ai rien trouvé dans ce rapport qui le justifie. Et je sais qu'à l'époque, vous aviez du coup, sans donner d'argument de fond, employé deux arguments, donc des questions que je vais vous retourner, la question du transpartisan et la question du calendrier. Sur la question du transpartisan, est-ce que vous avez chacune pu avoir l'ensemble du soutien de tout, le soutien de tout votre groupe pour cette proposition de loi? Est-ce que vous avez aussi le soutien de toute la majorité gouvernementale, dont une partie avait vraiment s'était opposée frontalement au texte similaire que j'avais déposé il y a quelques mois? Est-ce que ce sera ouvert à signature? Moi, je serais prête à le signer, à moins que transpartisan ait signifié en réalité tout sauf LFI à l'époque. Enfin, côté temporalité, en fin novembre, il était urgent d'attendre. Moi, je suis très contente de voir que finalement, mi-janvier, on a quelque chose. Maintenant, on a le Conseil d'État. Est-ce que vous ne craignez pas que ça nous fasse qu'il y ait beaucoup de temps et qu'il y ait un détricotage? Et enfin, en termes de temporalité, entre-temps, on a le gouvernement qui est tombé, comme c'était tout à fait prévisible, et à la place d'un garde des Sceaux qui s'était dit franchement favorable, on a Gérald Darmanin. Alors j'ai vu, Madame Rioton, votre tweet. Félicitations, cher Gérald Darmanin, je sais pouvoir compter sur toi pour l'introduction du consentement à la définition pénale du viol. Voilà, ma question c'est, est-ce que c'était ironique ou est-ce que vous avez des éléments pour penser que Gérald Darmanin, qui ne s'est pas particulièrement illustré en matière de consentement, soutiendra cette initiative? C'est là-dessus que j'aimerais vous entendre. La parole, merci chers collègues, la parole est à Madame Marie-Noëlle Battistel pour le groupe socialiste et apparenté. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Notre délégation se réunit aujourd'hui pour la présentation d'un rapport très attendu et qui aura mobilisé de nombreux acteurs, juristes, mouvements féministes, acteurs du secteur médico-social. Et je veux ici, au nom des délégués socialistes, saluer le travail méticuleux et de grande ampleur des deux co-rapporteurs sur un sujet pour lequel nous connaissons tous ici leur engagement commun. Si nous reconnaissons la valeur de ce rapport comme un outil précieux venant enrichir notre réflexion collective, la modification de la définition juridique du viol ne saurait à elle seule apporter une réponse suffisante au problème sociétal majeur que constituent les violences sexuelles et à résoudre plus globalement les inégalités systémique entre les femmes et les hommes. C'est pourquoi nous souhaitons, au sein de notre groupe, une loi cadre de protection intégrale contre les violences sexuelles soutenue par des moyens budgétaires massifs à la hauteur de l'ambition que nous portons. Effectivement, il ne peut y avoir de liberté de consentir lorsqu'une personne est prise dans un rapport de pouvoir, par définition inégalitaire. Ces inégalités peuvent, dans un schéma pervers d'emprise et de dépendance, vous l'avez dit, pousser une femme à consentir à un acte sexuel qu'elle ne désire pourtant pas. Dans cette veine, le rapport met également en lumière les difficultés liées à l'impunité autour de la répression judiciaire du crime de viol, des écueils qui s'illustrent clairement par un taux de condamnation extrêmement faible par rapport au nombre de plaintes déposées. Et c'est trop souvent la victime qui se retrouve scrutée dans le cadre de la procédure judiciaire, une réalité exacerbée par la persistance de stéréotypes sexistes dans les prétoires. Et dans ce cadre, nous regrettons, mais je sais que c'est extrêmement compliqué, que les préconisations formulées dans ce rapport ne proposent pas de rédaction claire. Mais j'ai compris que nous allions tous collectivement y contribuer. Et ça forgera notre conviction au sein de notre groupe qui, avec beaucoup d'humilité, nous reconnaissons que c'est extrêmement complexe et que nous ne sommes pas forcément tous aujourd'hui alignés. Monsieur le Président me fait les gros yeux, donc je vais conclure en disant que le groupe socialiste vaudra évidemment en faveur de la publication de ce très bon rapport qui constitue une pierre de plus dans notre réflexion collective pour une meilleure protection des victimes, mais que le chemin reste encore long, même s'il est pavé de très bonnes intentions, et nous serons mobilisés et vigilantes à vos côtés, mesdames les rapporteurs, pour faire progresser la cause des femmes victimes de violences et leur permettre de bénéficier d'une réponse judiciaire adéquate. La prévention de ces crimes odieux doit être renforcée par l'éducation et la lutte contre la pornographie qui entraîne
la culture du viol. Le chantier est considérable, mais il doit être prioritaire. Bien évidemment, le groupe Les Républicains soutiendra cette proposition. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Pour le groupe écologiste et social, Madame Sandra Rigol. Merci et merci, mesdames, pour votre travail. On parle là, effectivement, attendez, j'ai du mal avec le micro, d'une question sociétale que l'on se réfère au moins de 1% des personnes, des violeurs qui sont condamnés, qu'on se réfère à cette culture du viol omniprésente, mais surtout de plus en plus valorisée, notamment via les réseaux masculinistes et l'extrême droite, et le fait que nous ne soyons pas exempts en politique de ces effets aux USA, en Angleterre bien sûr, mais en France également. Cette culture, elle fait peser un poids direct et lourd sur toutes les femmes. Cette peur de savoir comment est-ce qu'on va s'habiller, comment est-ce qu'on va se déplacer, quelle attitude on va adopter, dans quel milieu on peut adopter telle ou telle attitude, c'est un épuisement généralisé et c'est aussi avec ça qu'il faut rompre aujourd'hui. Il faut rompre en reprenant l'arme de la main des agresseurs. Parce que le flou autour de la notion de consentement, il ne joue que pour eux et tout le temps. Il faut être, même quand on fait le choix de porter plainte, il faut être la bonne victime, avoir le bon ton, dire la bonne chose, ne pas être trop forte, ne pas être trop faible. Ça, il faut arrêter. Alors pour aider les victimes, il faut clarifier la loi. Et ce que propose ce rapport, c'est de redonner aux victimes leur voix, leur dignité et leur sécurité. Ce que propose ce rapport, c'est de reprendre cette arme des mains des agresseurs et de la retourner contre eux. Ce que propose ce rapport, c'est d'affirmer que dans une société respectueuse et égalitaire, le consentement n'est jamais indéfini, jamais présumé, jamais laissé à l'interprétation d'un agresseur. Alors merci beaucoup, mesdames, d'avoir pris le temps d'écouter. Ce n'est pas toujours le cas. Il fallait écouter parce que les critiques, mais surtout les inquiétudes étaient nombreuses et elles étaient légitime. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous nous proposez non pas de définir la notion de consentement parce que justement elle est floue, mais bien de définir ce qui n'est pas consentir. Et c'est là que l'évolution est grande et c'est pour ça qu'il fallait du temps et qu'il fallait écouter. Merci à vous et à vos équipes d'avoir parvenu à ça. Il est donc temps pour nous de dire clairement que le respect mutuel est une évidence et que notre droit doit protéger ce principe fondamental. Je dirais juste, et pour conclure, Monsieur le Président, que bien évidemment cette définition ne suffit pas et qu'il faudra accompagner tout cela non seulement de moyens, mais d'un volet éducatif pour sortir de la culture du viol et enfin rentrer dans celle du consentement. Ce sera l'étape 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Alors j'avais Madame Delphine Lingemann pour le groupe Les Démocrates, mais que je ne vois pas, donc je vais passer la parole à Madame Anne-Cécile Violent pour le groupe Horizon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, au nom du groupe Horizon et apparentés, je tiens vraiment à vous remercier, Mesdames les rapporteurs, pour non seulement la qualité du travail, mais effectivement la nécessité absolue d'avoir pris à bras-le-corps cette thématique. On vous l'avait dit, il y a un consensus sur la nécessité absolue d'intégrer cette définition dans la notion de consentement dans la définition pénale du viol. J'ai bien entendu que c'était une première brique. Donc tout d'abord, je voulais revenir sur effectivement parfois les difficultés peut-être de définir ce consentement ou de parvenir, je pense notamment aux relations conjugales. Et ça appelle aussi la question de justement, dans la continuité de ce que disait ma collègue, la question de l'éducation, la question de la destruction des stéréotypes d'aujourd'hui. Malheureusement, et ça c'est mon passé de psychologue, qui me montre que trop souvent, une femme se croit obligée justement de se soumettre à son mari. Et je pense que dès l'enfance, dès vraiment le premier âge, il faut absolument que l'on éduque nos jeunes filles à comprendre que le consentement lui appartient en plein. On éviterait évidemment beaucoup de situations dramatiques. Et j'ai juste envie de terminer avec une citation que vous avez reprise dans votre rapport de maître Marjolaine Vignola qui déplorait que le consentement, bien qu'il n'apparaisse pas justement dans la définition et dans la loi, il est au cœur des dossiers puisqu'il est devenu une arme de défense des agresseurs. Donc un immense merci pour votre travail. Merci, chers collègues. La parole est maintenant pour le groupe Lyotte à Madame Martine Froger. Merci, Monsieur le Président.
Merci pour le travail très complet que vous avez réalisé toutes les deux. Et je tiens aussi à saluer la détermination que vous avez eue à faire avancer la question de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Merci à toutes les deux. Donc la question du viol est centrale dans la répression de ces violences. Et de ce point de vue, la situation ne s'améliore pas et vous l'avez confirmé dans votre rapport. Cependant, il y a un premier constat et que la part infime de condamnations participe aussi pour une grande part à une culture d'impunité qui est un frein majeur à l'expression des victimes. Autre constat, l'interprétation des éléments matériels qui définissent le viol en l'état actuel du droit, à savoir la violence, la contrainte, la menace et la surprise, ne permettent pas de prendre en compte de nombreux cas caractérisés par un état de sidération de la victime, une situation d'emprise ou encore d'abus de vulnérabilité. Cette lacune du droit aboutit dans de trop nombreux cas à des classements sans suite en raison d'infractions insuffisamment caractérisées. Et comme vous le disiez, Madame la rapporteure, ce n'est plus acceptable. Il est donc urgent de combler cette lacune et je partage les préconisations que vous proposez. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire des propositions pour compléter et préciser le cas dans lesquels il ne peut y avoir consentement en raison de l'abus par l'auteur de certains facteurs de vulnérabilité de la victime. Cette nouvelle disposition sur le consentement est donc, selon moi, une étape nécessaire d'une réforme globale que nous devons mener, car faire évoluer la loi sur le viol, c'est également peser sur les représentations collectives des violences sexuelles. Alors, naturellement, j'entends que cette nouvelle définition divise juristes, associations féministes, élus et magistrats. Pour autant, les opposants considérant qu'elle risque au final de desservir les victimes en plaçant les débats sur le comportement de la victime plutôt que sur celui de l'auteur. Ils nous mettent en garde contre notamment un renversement de la charge de la preuve. J'aimerais vous interroger sur ces inquiétudes au regard des enseignements qui peuvent être apportés par la mise en œuvre déjà en cours chez nos voisins européens, qui, je le rappelle, ont été nombreux à intégrer ce critère de consentement dans leurs droits. Mesdames les rapporteurs, je tiens à vous remercier pour ce travail conséquent et nécessaire. Parce que oui, il y a beaucoup de travail à mener pour déconstruire les idées et clichés sur ce que serait un vrai viol. Pour beaucoup, lors d'un viol, la victime se débat, elle crie et fait preuve de beaucoup de force pour échapper à son agresseur. Alors quand dans un commissariat, on pose la question à une femme venue déposer plainte pour viol si elle a joui, ou encore quand on lui dit que si elle a bu, elle est forcément consentante, on mesure l'ampleur du travail qui nous attend. Quand dans un procès récent, les arguments des accusés sont « le mari était d'accord, donc la femme aussi » ou « je croyais qu'elle était morte » ou encore « si j'avais voulu violer une femme, j'en aurais violé une belle », on se rend compte à quel point la route vers la culture du consentement sera longue. Les représentations que se font les jeunes de la sexualité doivent aussi nous alerter. Selon une étude Ipsos, 23% des 18-24 ans pensent que beaucoup de femmes prennent du plaisir à être forcées et 36% qu'elles apprécient être humiliées et injuriées. 23% estiment que lorsqu'on essaye d'avoir des relations sexuelles avec elles, beaucoup de femmes disent non, mais en fait ça veut dire oui. Il faut noter, justement, que 15% seulement des élèves concernés ont eu accès aux 3 séances annuelles d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle prévues par la loi. Alors je crois que nous sommes toutes et tous d'accord, si l'objectif de ces travaux est de permettre un plus grand nombre de condamnations et de mieux prendre en compte la parole des victimes, notre objectif commun est surtout de réduire le nombre de VSS en France. On a aussi l'exposition précoce des jeunes, majoritairement des garçons, au contenu pornographique. Ça aussi, ça pose question. Comment sensibiliser et limiter leur exposition réellement ? Après avoir lu votre rapport, une question m'interpelle. Dans la section dédiée au débat européen, vous mentionnez, page 55, l'exemple de la législation suédoise et la notion de viol par négligence. Cette notion a été mise en lumière en France dans le cadre d'une affaire très médiatisée impliquant un joueur de football français accusé d'agression sexuelle dans une boîte de nuit à Stockholm. Pourriez-vous revenir sur ce concept de viol par négligence et en préciser les contours juridiques ? Pensez-vous que l'introduction d'un tel dispositif dans la législation française pourrait renforcer la réponse pénale face à ce type d'agression ? Vous avez cité les pays qui ont modifié leur définition du viol en introduisant le consentement, et notamment la Belgique. Moi, je voudrais insister sur le fait qu'en modifiant cette législation, la Belgique a aussi modifié la manière dont on accueille une victime, une personne qui se présente à la police, qui se présente devant les autorités pour signaler qu'elle a été violée, notamment en termes de collecte de la preuve.
Donc moi, j'aimerais savoir si dans les travaux que vous avez conduits, vous avez tenté d'estimer les effets attendus de cette réforme et si le texte que vous proposez, à un moment, il pourrait être assorti de recommandations ou en tout cas de mesures très concrètes sur les moyens dont dispose la justice, dont dispose la police pour justement collecter ces preuves, parce que c'est un point important et d'ailleurs vous le soulignez dans le rapport. Pour résumer, à la fois des éléments qui convergent. Nous vous remercions de votre soutien à ce travail. En tout cas, on est assez sensible à ces éléments-là. Vous dire que les questions que vous posez sur finalement ce qu'on a déjà rencontré, que ce soit quelquefois sur les avocats, quelquefois sur les associations féministes, donc les éléments négatifs sont, ou en tout cas questionnants, on a déjà quand même beaucoup répondu dans dans notre rapport. La première des choses, peut-être, c'est vraiment rappeler, je crois que ça a été dans le premier mois, on ne substitue rien du tout. On conserve le droit tel qu'il est, donc les 4 éléments coercitifs, violence, contrainte, menace et surprise, on garde ces éléments-là et on vient compléter le droit pénal. La façon dont on a voulu écrire les choses ensuite ou préconiser dans notre proposition de loi, c'est vraiment d'écrire de façon courte et précise pour une écriture efficace. Donc on conserve les éléments. Évidemment qu'on est toujours sur un système accusatoire, donc on donne des éléments au parquet de mieux réaliser les enquêtes et il ne s'agit en rien de changer ce principe. Donc tous les sujets qui vont dire qu'il y a une inversion de la charge de la preuve, c'est mort dans l'œuf, quoi. C'est faux. Donc du coup, il faut peut-être arrêter ce genre d'apport parce que notre système, on reste dans le droit français. On change le code pénal, mais le procureur, le parquet qui vont continuer de faire leur enquête et de vérifier effectivement les éléments. L'enquête sur la victime, c'est le cas aujourd'hui. Donc, non, la façon dont on va écrire ne va pas plus porter sur la victime. Au contraire, on donne les outils au procureur de venir questionner l'auteur, et notamment dans cette notion de faisceau d'indices, quand on indique qu'on va vouloir intégrer les conditions environnantes, c'est vraiment s'attacher au faisceau d'indices de l'auteur sur la façon dont il s'est assuré du consentement. Et donc, pas d'inversion et une enquête qui est orientée sur l'auteur. Sur la question du gouvernement, on disait évidemment que aujourd'hui, on dépose une proposition de loi, démarre le travail et la navette, et on a un gouvernement qui est favorable à l'introduction, mais comme tous ici, la question c'est comment va-t-on l'écrire? Donc on va démarrer le travail. Le sujet du Conseil d'État va nous permettre de solidifier cette écriture. Le travail parlementaire va se faire. Chacun des 2 chambres, à la fois la nôtre et celle du Sénat, va contribuer à cette écriture. Et donc le travail avec le gouvernement se fera aussi dans ce temps-là. Ok. Oui, je donne la parole à Marie-Charlotte. Je vais répondre à certains éléments, même si M. Néfrappé n'est pas là, parce que vous risquez de les entendre, ces arguments, dans le débat public, mais du coup, est-ce qu'on va devoir signer un contrat pour avoir un rapport sexuel? En fait, non. Et c'est important de le dire très sérieusement, parce que le consentement, au quotidien, on le mobilise. Si je veux emprunter le stylo de Véronique, je vais lui demander. Ou peut-être, je vais lui faire un signe pour dire « Est-ce que je peux t'emprunter ton stylo ?» Et en fait, c'est aussi simple que ça. Et ça devrait être une évidence de se dire qu'on mobilise le consentement dans chacune de nos interactions. Et il ne s'agit pas de signer de contrat. Et quand bien même contrat il y aurait de signer, ça n'empêche pas qu'il y ait un viol ou une agression sexuelle. Il faut l'avoir en tête, c'est extrêmement important. C'est déjà le cas aujourd'hui. Et la manière dont nous proposons d'écrire la modification ne viendra pas changer ça. La signature d'un contrat ne viendrait pas protéger les agresseurs, c'est important de le redire, et on est vraiment sur la base, sur des questions de respect mutuel. J'aimerais peut-être répondre aux questions de Sarah Legrain sur, et d'ailleurs c'est pas que vous qui l'avez mentionné, mais sur la question de la prise en charge globale.
on est tous et toutes d'accord qu'il y a des efforts à faire. Il y a déjà eu des progressions ces derniers mois, ces dernières années. Il y a évidemment besoin d'une réforme plus globale de comment est-ce qu'on accueille les victimes, comment est-ce qu'on les prend en charge et comment est-ce qu'on adapte les protocoles aussi tout au long de la procédure judiciaire pour arrêter les processus de revictimisation, c'est-à-dire que vous avez été une fois victime de viol et en fait après vous êtes victime de la procédure judiciaire tellement vous êtes maltraité et tellement ça se passe horriblement mal. Et moi je pense qu'il y a fort à parier que la France soit à nouveau condamnée devant la CEDH pour les cas de victimisation. La CEDH fera son œuvre, mais en tout cas, je ne serais pas étonnée que ça arrive à nouveau. Là, on est sur un travail transpartisan qui devait se terminer. La question du soutien des autres groupes, en fait, nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre de la discussion, puisque dès lors, nous étions plutôt sur une question de principe. Aujourd'hui, on atterrit sur une question d'écriture. Donc, dans la synthèse qui vous a été remise, vous avez une proposition d'écriture qui est la nôtre que nous déposons aujourd'hui. Et c'est sur la base de cette discussion-là que nous allons pouvoir avancer, échanger les arguments et améliorer le droit. Et l'avantage de saisir le Conseil d'État, c'est... je ne pense pas que le texte sera détricoté tout simplement parce que l'intention du législateur est claire. Notre intention, elle est très claire avec le dépôt de cette proposition de loi, mais par contre, on gage que le texte sera renforcé et nous permettra d'éviter de perdre du temps si jamais il venait à être saisi par ailleurs plus tard. Donc il sera renforcé en termes de sécurité juridique. Et moi, je suis ravie de voir que dans la plupart des textes qui ont déjà été déposés, les 4 axes que nous dégageons se retrouvent. Pas dans tous. Évidemment, il y a différentes manières d'écrire la loi, donc il y a des choix qui sont différents. Et nous avons fait des choix qui sont les nôtres, qui sont précis, qui ont été guidés par un travail mené conjointement avec les experts et expertes avec lesquels nous avons travaillé. Et bien entendu, collectivement, le Parlement sera amené à débattre et à voter sur le sujet. Peut-être, Madame Bonnet, vous évoquiez la difficulté des plaintes. Je vous invite vraiment à lire dans le premier paragraphe de la synthèse les chiffres qui nous rappellent quand même que 8 victimes sur 10 ne portent pas plainte parce qu'elles ne pensaient pas que ce n'était pas assez grave, 24%, que ça n'aurait servi à rien, 24% aussi, que leur témoignage ne serait pas pris au sérieux par les forces de l'ordre, 16%, ou qu'elles voulaient éviter que cela ne se sache. Donc ça illustre pleinement la difficulté. Et j'aimerais aussi vous préciser qu'on s'est retrouvés dans nos travaux parlementaires face à des difficultés immenses pour avoir des chiffres qui soient solides, consolidés, comparables d'une année sur l'autre, sur les ordres de grandeur en termes d'infraction, des chiffres qui soient vérifiés. Et en fait, c'est pas normal que dans ce pays, on soit incapable d'avoir des chiffres suffisamment solides pour mener des politiques publiques d'ampleur pour lutter contre les violences sexuelles. Et en fait, ça dit un manque d'intérêt politique aussi. Et ça, je crois qu'en fait, c'est pas acceptable, quoi. On est 10 ans après MeToo, c'est pas normal qu'on soit pas en capacité de dire combien de femmes ont été violées cette année, combien de femmes ont porté plainte, etc., etc., etc. Alors, je vais redemander un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. On a fait. Et peut-être, du coup, pour poursuivre... Madame Violent est partie, mais elle évoquait la question de l'éducation et la question du viol conjugal. Et je trouve que c'est un exemple qui est parlant parce que dans la société, il y a 50 ans, le viol conjugal, c'était pas un crime. Il était admis qu'un mari puisse violer sa femme. Et en fait, le droit a évolué parce que la société a évolué. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui avec la réforme du Code pénal, c'est d'évoluer parce que la société a évolué également. Madame Duby-Muller, le viol par négligence... Il n'est pas question de l'inscrire dans la loi. À aucun moment, c'est ressorti des différents échanges qu'on a pu avoir, y compris avec les nombreuses expertes. On pense qu'il faut garder une définition qui soit claire d'une infraction et pas la possibilité d'une infraction qui dise « Oups, j'ai pas fait exprès ». Moi, peut-être dire sur la question des moyens, vous avez souvent indiqué que c'était, enfin, en tout cas, que c'est une étape et que évidemment, ça s'inscrit dans une dynamique plus large. Madame Catala, vous avez interpellé notre collectif à nous engager. Je voudrais rappeler en tant que présidente de la délégation que lors du rapport de notre rapporteur sur le PLF, nous avons posé des amendements et demandé très clairement une augmentation des moyens. Donc je pense que l'intégralité de notre délégation est
est mobilisé sur ces questions-là. Et ça, évidemment que changer le code pénal n'est qu'une brique, on l'a beaucoup dit, à la fois sur les moyens. En fait, il y a deux axes, hein, les moyens et en même temps l'éducation. Je crois qu'on a un vœu pieux, c'est quand même qu'à travers le fait qu'on change le code pénal, ça donne un signal très fort sur la société, que ça irrigue également du point de vue de l'éducation, dans un changement des rapports femmes-hommes, et que toute tu le disais plus largement, mais en tout cas que tout acte sexuel puisse être précédé d'une recherche de consentement. Voilà ce à quoi on s'attache, et ça s'inscrit dans un ensemble. Et du coup, peut-être pour terminer, Madame Thibault-Martinez, effectivement, on se rend bien compte que dans tout ce qu'on voit de ce qui se fait de mieux dans les autres pays, à chaque fois, les recommandations qui nous sont faites par les pays autour de nous, c'est pas de dire il faut juste changer la loi. On revient à ce qu'on a déjà dit en filigrane, hein, de toutes les interventions. Il faut changer la loi, mieux accueillir les victimes, mettre des moyens. Donc ça, on est absolument d'accord et complètement alignés là-dessus. Et je crois qu'on est aussi alignés sur le fait de soutenir tous et toutes, et d'ailleurs on l'a inscrit dans notre rapport, hein, les propositions des associations qui ne réinventent pas l'eau chaude, mais qui ont des mesures très précises pour améliorer cela. Et on invite très sincèrement le gouvernement aussi à s'en saisir. Peut-être pour les effets attendus de la loi, ils sont à différents niveaux. Le premier, et c'est celui qui nous a été, qui est le plus attendu, en tout cas de la part de certains des juges que nous avons auditionnés, c'est concrètement leur donner un outil supplémentaire pour pouvoir caractériser plus d'infractions et poursuivre plus. Ça ne veut pas dire qu'on peut assurer à 100% qu'il y aura plus de condamnations en fin de route, mais si déjà il pourrait y avoir plus de poursuites, et donc on ne se retrouve pas avec 73% des plaintes classées sans suite, je crois que collectivement on y aura gagné, et ça permettra au droit de continuer de s'améliorer par la suite. Donc ça, c'est le premier effet très concret. Le deuxième, c'est celui de l'éducation. Bien entendu, c'est un débat de société. Là, on commence le débat, on sait qu'il va se prolonger, qu'il a déjà aussi été porté au moment du procès des affaires des agresseurs de Gisèle Pelicot, donc ça va se poursuivre. Et enfin, c'est nous mettre en conformité avec le droit international. Et on en revient, c'est une question de cohérence et d'exemplarité. Et je crois qu'on sera... Je ne crois pas que déjà on soit toujours les mieux placés pour donner des leçons, mais au moins si nous le faisons, faisons-le en étant à la bonne place. Pas d'autres... Et peut-être juste pour répondre sur une question technique de Madame Catala, dans la synthèse, vous pouvez voir qu'effectivement, dans notre proposition de loi, on utilise le terme « notamment », et c'est vraiment ce qui est clé, parce que c'est vraiment le terme qui nous permet d'ouvrir, donc de conserver la jurisprudence des 4 critères actuels qui sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise, mais c'est l'outil que nous donnons aux juges pour qu'ils ne soient pas contraints exclusivement par ces 4 critères, et pour éviter qu'on se retrouve dans des situations où les juges nous disent « je croyais la victime, mais je ne pouvais pas poursuivre parce que je ne pouvais pas caractériser le viol suffisamment parce que je n'avais pas violence, contrainte, menace ou surprise ». Donc c'est ce notamment qui fait pivot et qui ouvre en fait la possibilité de caractériser pour le juge. Le rapport de la mission d'information sur la définition pénale du viol a été adopté à l'unanimité ce mardi 21 janvier 2025. Une proposition de loi, on l'a dit, est en préparation à l'aune de ce rapport. Elle pourrait être examinée dès le printemps prochain. C'est la fin de cette séance. On se retrouve très vite sur LCP pour voir ou revoir un autre moment parlementaire.